Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de juin. Et dans ce point lecture, j'ai 4 romans ainsi que 2 ouvrages graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture des Filles d'Ennis Moore par Patricia Falvey, c'est aux éditions Bellefond dans leur collection Le Cercle. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de L'Assassin du Marais par Catherine Cuenca aux éditions Scrinéo. Après, je vous parlerai de Qui ne se plante pas, ne pousse jamais, le dernier roman de Sophie Thalmann aux éditions Albin Michel. Et pour terminer du côté des romans, je vous parlerai de ma lecture de Pierre de Vie par Jo Walton aux éditions de Noël. Et donc ensuite, je passerai au graphique. Et côté graphique, j'ai 2 choses à vous présenter. Tout d'abord, le premier tome de la série de manga Magus of the Library par Mitsu Izumi aux éditions Kiwun, qui a pas mal fait parler de lui ces derniers mois. Et ensuite, je vous parlerai également de l'album Le Souffleur de Rêve par Bernard Villot et Thibaut Prugne. Je vais donc démarrer tout de suite avec Les Filles d'Ennis Moore par Patricia Falvey aux éditions Bellefond dans leur collection Le Cercle. C'est un roman que j'ai reçu de leur part, je l'ai gagné en fait à un concours qui était organisé dans le cadre du book club qui avait lieu le week-end dernier. En plus de ça, c'était vraiment chouette parce que ils avaient réussi à faire venir et l'autrice, donc Patricia Falvey, ainsi que la traductrice. Du coup c'était très intéressant, j'ai suivi un petit peu toutes les discussions même si j'ai pas forcément beaucoup participé parce que j'étais à la campagne dans un endroit où le réseau était absolument minable, donc voilà. Mais en tout cas c'était intéressant de suivre tous ces échanges. Concernant le roman Les Filles d'Ennis Moore, en fait c'est un roman qui se passe en Irlande au début du XXe siècle, il va se dérouler sur une vingtaine d'années en tout. Et donc il se passe au domaine d'Ennis Moore, qui est un domaine qui est dirigé par un lord, et ce lord a une fille qui s'appelle Victoria. Il a 2 fils aînés et ensuite donc la fille Victoria. Et Victoria un jour va jouer avec la jeune Rosie qui a le même âge qu'elle, je crois qu'elles ont 6 ans, quelque chose comme ça quand elles se rencontrent. Rosie, en fait elles vont devenir amies et Victoria va demander à son père à ce que Rosie devienne sa camarade d'instruction en fait et qu'elle suive les cours avec elle. Ça va pas mal faire de bruit parce que Rosie est la fille... j'ai pas les cheveux. Rosie est la fille d'un métayer, donc en gros voilà, c'est une paysanne, etc. Elle a rien à faire dans le château. Notamment la femme qui va les instruire est pas super partante. Donc voilà, ça va pas mal faire parler de ça. Et donc ensuite on va suivre la relation entre ces 2 filles et ces 2 femmes ensuite au fil des années. On suit également pas mal d'autres personnages qui gravitent autour et je trouve que c'est vraiment la force du récit. J'ai beaucoup aimé tous ces personnages. On a l'impression voilà, de se retrouver dans ce manoir avec toute l'ambiance qui est décrite. C'était vraiment chouette et j'ai beaucoup aimé ensuite également quand il y a toutes les parties à Dublin, etc. Enfin voilà, vraiment il y avait de très très bonnes choses que j'ai beaucoup appréciées dans ce récit. Globalement c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit plutôt bien, j'étais vraiment prise dedans. Le reproche que j'ai à faire à ce récit, c'est qu'en fait c'est un récit qui se passe à certains événements historiques importants qui sont abordés dans le récit et finalement j'aurais aimé qu'ils le soient un petit peu plus puisqu'ils étaient assez survolés. Le récit va notamment se passer pendant les insurrections en Irlande et va également parler d'une autre tragédie de cette période qui en plus va être subie par un des personnages principaux, le personnage de Valentin. Et voilà, j'aurais aimé en fait avoir le ressenti de Valentin sur tout ça, sur cette épreuve qu'il a traversée, avoir également un peu plus d'informations. Pour l'insurrection, en fait c'est plutôt l'inverse. On a le ressenti des personnages mais pas forcément beaucoup tout ce qui est du contexte historique et c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça m'instruise un peu plus en fait sur cette révolution en même temps, même si voilà, rien ne m'empêche d'aller le faire par moi-même, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver un petit peu plus ça dans le récit. Donc voilà, c'était 2 petits points pour lesquels j'aurais aimé en avoir un peu plus. Après, malgré tout, ça reste un récit que j'ai vraiment bien apprécié et je vous recommande la découverte si ça vous tente. Pour ma part, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis penchée sur L'Assassin du Marais par Catherine Cuenca aux éditions Scrinéo. Il est sorti le 15 juin et je l'ai reçu de leur part dans le cadre du club de lecteurs de Scrinéo. C'est un récit qui me tentait vraiment bien puisqu'en fait il mêle pas mal de choses plutôt intéressantes. Ça se passe en 1849 dans le Marais à Paris et en fait on va suivre, les événements qu'on va suivre vont se passer au moment où une femme va décider de poser sa candidature pour les législatives à Paris. C'est la première fois qu'une femme pose sa candidature
Et clairement, c'est pas trop vu d'un bon oeil, hein. La société est pas hyper progressiste à l'époque, quand même, il faut bien le dire. Et du coup, voilà, tout ça va être assez mal vu. Et en parallèle de ça, on suit une enquête dans laquelle plusieurs femmes vont se faire assassiner. Et en fait, à chaque fois, ce sont des femmes qui, justement, étaient plutôt partisanes de tout ce courant de pensée un peu féministe de l'époque et qui vont se retrouver à chaque fois sauvagement assassinées. Et donc, on va suivre également l'inspecteur de police. L'inspecteur de police va se faire aider de plusieurs personnages, notamment d'une femme, Léa Caron, qui était très intéressante. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé tout ce pool de personnages que l'on suit, même si c'est vrai qu'au début il faut un petit peu de temps pour bien réussir à situer tout le monde, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé tous ces personnages, j'ai bien aimé l'enquête, je trouvais qu'elle nous réservait de bonnes surprises jusqu'au bout. Donc voilà, c'était un récit plutôt sympa, ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est vraiment accessible. Il est classé en middle grade, donc ça doit être pour niveau collège à peu près, enfin je crois que c'est des collections qui correspondent en gros à du 12-14 ans, mais bon après c'est 11-14, je sais plus exactement, mais voilà, après forcément ça dépend du niveau de lecture de chacun, mais voilà, en tout cas c'est un roman qui est très accessible, que j'ai bien aimé. C'est un one shot, mais clairement si on peut retrouver les deux personnages, enfin le personnage de l'enquêteur ainsi que Léa Caron dans d'autres enquêtes par la suite, et bien je suivrai ça avec grand plaisir. Et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu Qui ne se plante pas ne pousse jamais par Sophie Talman aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai reçu de leur part étant donné qu'il va y avoir une rencontre avec Sophie Talman ce soir, au moment où je filme ma vidéo. J'y vais juste après. Et du coup, ce roman-ci, en fait, s'inscrit après sa trilogie Entre mes doigts Alors, comment il s'appelle ? Entre mes doigts coule le sable pour le premier. Le deuxième, j'ai plus le titre en tête, et ensuite c'est De battre la chamade, le troisième. C'est une trilogie de romans que j'ai vraiment bien appréciée, qui se passe en Bretagne et dans lequel on suit un duo d'internes, principalement notre personnage principal qui était Marie-Lou, qui est une jeune interne en neurologie qui commence son stage en neurologie, qui débarque de sa Savoie natale en Bretagne, et on suivait un peu tout ça avec elle, son quotidien avec ses patients, etc., et également ses histoires d'amour. J'avais vraiment beaucoup accroché à cette première trilogie et j'avais très envie de découvrir Sophie Talman avec celui-ci. La trilogie est finie, ce roman-ci se passe après, mais il ne se concentre pas sur les mêmes personnages. On les suit, mais vraiment en toile de fond, mais voilà, c'est pas eux qui sont au centre du récit. Pour ce qui est de ce récit-là en particulier, en fait, on va suivre deux personnages qui s'appellent Alexandre et Margot. Margot, et un troisième personnage qui est le personnage de Jacqueline. Jacqueline est la grand-mère de Margot et elle a également élevé Alexandre un peu comme si elle était sa grand-mère. En Bretagne, et donc Alexandre est interne également dans le même hôpital que Marie-Lou, c'est pour ça qu'on va continuer à voir un petit peu Marie-Lou. Quant à elle, Margot travaille pour la chocolaterie familiale. Et en fait, Jacqueline va apprendre qu'elle souffre d'une maladie, que ses jours sont comptés, et elle va essayer de mettre en place tout un tas de choses pour rapprocher à nouveau ces deux personnes, ces deux personnages de Margot et Alexandre, qui ont passé beaucoup de temps ensemble quand ils étaient plus jeunes, mais qui ensuite, la vie les a chacun amenés vers d'autres choses. Ils sont à des moments de leur vie où ils font pas mal de choix, etc. Et la grand-mère décide un petit peu de mettre sa petite pincée de sel dans tout ça. J'ai bien apprécié, même si c'est vrai que je suis beaucoup moins attachée à ces personnages-là qu'aux personnages de Marie-Lou, que j'avais adoré. En plus de ça, la médecine était beaucoup plus présente dans la première trilogie, et vu que pour ma part je fais des études dans le domaine médical, et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, et c'est vrai qu'ici j'aurais bien aimé en avoir un peu plus finalement. Après, ça reste un récit que j'ai bien aimé, c'est un récit qui est plutôt léger, qui se lit facilement, comme toujours avec les romans de Sophie Talman. On est vraiment pris dans le récit, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mon préféré, j'ai vraiment une préférence pour le reste de ses écrits. Après voilà, j'ai quand même bien aimé, j'ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu Pierre de Vie par Jo Walton aux éditions de Noël, dans leur collection Lune d'encre, qui est donc la collection imaginaire. C'est ici un roman de fantasy, et j'avais déjà lu Jo Walton avec son récit Morwena, qui était un des premiers, je sais pas si c'est un des premiers qu'elle a écrit, ou en tout cas un des premiers qui a été traduit en français, ça c'est sûr. J'ai pas lu ses autres romans qu'elle a publiés entre temps, même s'il y en a pas mal qui me tentent. Et du coup, je me suis donc laissée tenter ici avec Pierre de Vie. En fait, donc pour vous raconter, c'est un peu compliqué. Pierre de Vie, ça se passe à Appelkirk, qui est un village rural qui est situé à peu près au milieu d'un monde. Et en gros, on nous explique que à l'est, qu'en gros,
Entre l'Est et l'Ouest, tout se passe pas pareil, je sais plus exactement, mais en tout cas, il y a un des deux côtés où le temps passe beaucoup plus lentement et l'autre côté où le temps passe beaucoup plus vite. Et il y a également un côté, alors c'est l'Est où la magie est très puissante et il y a des dieux, et l'Ouest où au contraire la magie n'existe quasiment pas. Et donc du coup nous on suit toute une histoire qui va se passer à Applecirk, qui est un village qui est situé un peu au milieu de tout ça. Du coup voilà, il y a un peu de magie mais pas tant que ça, le temps s'écoule de manière moyenne. Et on suit donc la vie du domaine d'Applecirk qui est régi en fait par deux couples, si on peut dire ça. Et à savoir qu'en fait il y a un seigneur qui est marié et un autre homme qui est également marié à une femme qui s'appelle Tavet et qui est notre personnage principal. Et ce personnage de Tavet en fait, son but dans la vie en quelque sorte c'est de s'occuper de cette maison, voilà, comme une maîtresse de maison en quelque sorte, puisque chaque personnage de cet univers a une pierre de vie qui est en gros ce qui le motive dans sa vie et sa place dans la vie. Donc ça peut être le seigneur de machin, ça peut être parcourir le monde, ça peut être protéger les gens, enfin voilà, ça peut être très varié, ça peut être élever des moutons, enfin bref, c'est varié. Et du coup, donc nous, notre personnage principal de Tavet, son rôle, eh bien, c'est de tenir cette maison, en sachant qu'en fait, du coup, les deux couples tiennent ensemble, on va dire, la maison, et qu'en plus de ça, ce sont des couples qui sont très libres au niveau de leur sexualité, et du coup, c'est très classique dans ce village, enfin dans cette partie du monde en tout cas, d'avoir des amants, etc. Donc voilà. Ça forme plutôt on a plus l'impression de plonger dans une sorte de grande famille que vraiment dans deux couples avec leurs enfants, mais on a plus un sentiment d'une seule grande famille. Donc au début on nous présente tout cet univers là en sachant donc comme je disais que c'est présenté du point de vue de Tavet et que Tavet a de la magie en elle et que son pouvoir c'est qu'elle peut voir le futur et le passé des personnes, et comme c'est raconté du point de vue de Tavet, du coup au début c'est un petit peu compliqué parce que ça ne suit pas une chronologie mais ça suit un petit peu les choses auxquelles pense Tavet, on a l'impression, et en plus vu qu'elle pense sur plusieurs générations, enfin bref c'est un peu compliqué. Du coup il y a ça au début, et ensuite on va avoir deux personnages qui vont arriver, ils vont arriver séparément. L'un est un voyageur et l'autre est une ancêtre qui revient à Applecirk, et on va voir comment est-ce que ça va avoir de l'impact, etc. sur la vie d'Applecirk, du village, etc. J'ai bien aimé le récit, après ça reste un récit qui est assez lent, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange en fantasy, mais bon voilà, en l'occurrence c'était quand même assez lent, et c'est vrai que ces temporalités diverses au début n'étaient pas forcément hyper simples à suivre non plus, et je trouve également que la fin est assez étrange et que c'est pas vraiment une fin. C'est pas non plus forcément quelque chose qui me dérange de base, mais c'est vrai que là pour le coup on a quand même l'impression que il y a des actions qui montent petit à petit et qu'il doit se passer quelque chose et que finalement il se passe pas grand chose. Voilà. Après par contre j'aime vraiment bien l'écriture de Jo Walton. Je l'avais déjà vu avec Morwenna, c'est une écriture qui est poétique, qui est tout à fait adaptée à de la fantasy, à ce type de fantasy, et j'aime bien également les personnages, j'aime bien l'ouverture d'esprit que nous montre Jo Walton à travers ces personnages-là, puisque comme je vous disais, voilà, ils ont une sexualité qui est très ouverte. On nous présente également des personnages qu'on peut interpréter comme bi, comme asexuels également, enfin voilà, même si c'est pas écrit comme ça, c'est en tout cas des personnages qui expriment ce type de pensée, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup oui, je l'avais également reçu de la part des éditions de Noël. Et ensuite du coup côté graphique, tout d'abord j'ai donc lu Magus of the Library par Mitsu Izumi, c'est le premier tome, c'est publié d'édition Kiun, et le second tome est sorti là au mois de juin si je dis pas de bêtises, ou sort dans les prochains jours, non je crois qu'il est déjà sorti. Et du coup donc il était temps que je lise, puisque j'avais acheté ce livre à Livre Paris, puisque le stand Kiun avait été fait complètement à l'effigie de ce manga et que du coup ça m'avait donné envie de le découvrir. C'est un manga qui a pas mal fait parler de lui et je le trouve tout à fait à la hauteur de sa réputation. Pour ma part, j'ai vraiment passé un très bon moment avec. C'est un manga qui plaira forcément, je pense, aux amoureux des livres, puisqu'en fait, on suit l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un village, qui est assez rejeté de tout le monde parce qu'il est pauvre, parce qu'il vient d'une autre ethnie, etc. Et du coup, notamment, les autres enfants se moquent de lui et on ne lui laisse pas l'accès à la bibliothèque du village. Et il va y avoir en fait un groupe de 4 femmes qui vont arriver. J'ai plus le nom en tête. Comment est-ce qu'elle s'appelle ?
Bref, enfin, on a un groupe de 4 femmes qui vont arriver et qui viennent en fait de la grande bibliothèque. Ces 4 femmes ont pour but de venir chercher un livre et elles sont également des restauratrices, etc. Donc voilà, on a vraiment tout l'univers des livres qui est très développé. Elles vont rencontrer ce petit garçon et vont avoir un impact dans sa vie, même si on va le découvrir au fur et à mesure. Et c'est un peu tout ce que raconte ce premier tome, puisqu'en fait je pense vraiment qu'à partir du second tome, le personnage n'aura plus du tout le même âge, puisqu'il y a une ellipse déjà à la fin du premier tome qui nous montre ce qui se passe après. Et en fait voilà, le petit garçon finalement, il lit plein de livres et il attend qu'un héros vienne le chercher et qu'à son tour il puisse vivre des aventures. Et en fait il va comprendre que ça va pas tout à fait se passer comme il pensait, mais qu'effectivement ces rencontres vont être très marquantes pour lui. Tout ça se passe dans un univers un peu mille et une nuits avec des dessins qui sont très chouettes. Pour ceux qui aiment le style de dessin un peu de l'atelier des sorciers, je pense que le style de dessin ici vous plaira carrément. Il y a des planches vraiment très détaillées avec des paysages super détaillés, etc. Enfin voilà, moi c'est vraiment le type de dessin de manga que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai très hâte de lire la suite et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Et du coup pour terminer je vais donc vous parler d'un album pour la jeunesse, à savoir Le Souffleur de rêve par Bernard Villot et Thibaut Prugne. Je l'ai fait dédicacer par Thibaut Prugne, je l'ai acheté à cette occasion en fait à Saint-Maur-en-Roche. Donc voilà, la petite dédicace toute jolie. Et pour ce qui est de l'histoire, donc je vais vous en parler très rapidement parce que c'est un album jeunesse. On suit l'histoire d'un jeune homme qui est souffleur de rêve, qui est souffleur de verre, pardon, qui fait tout son apprentissage, etc. À Venise sur l'île de Murano et en fait il va avoir un accident, on va lui dire bon bah du coup casse-toi, t'es en infirme, tu n'as plus rien à faire là, et en fait il va montrer que par sa ténacité, etc. et ben en fait il peut continuer à faire ce qu'il veut faire et faire même encore plus que ça et devenir donc un souffleur de rêve. Et voilà. J'ai vraiment bien aimé les dessins, c'est tout à fait à l'image de cette couverture que je trouve super jolie. Le texte est très poétique, il est assez court, il n'y a pas beaucoup de texte à chaque fois sur les pages, voilà à quoi ça ressemble. C'est des pages donc souvent assez aérées quand même, avec donc un peu de texte. C'est très poétique, c'est très chouette, il y a de beaux messages dedans autour de l'espoir, du fait de poursuivre ses rêves, etc. Je vous recommande du coup la découverte si ça vous tente. Pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!